Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fiscalia. Aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui touche à l'acquisition d'une voiture, comment l'acheter, neuve, occasion, en leasing, pas leasing, comment ça se passe par rapport aux sociétés. Et qui de mieux qu'Eliaou Dre pour nous en parler. Bonjour Eliaou. Bonjour tout le monde. Alors Eliaou, on va commencer par le commencement. On achète une voiture. La question qui revient à chaque fois, c'est comment on l'achète. Avant de parler déjà si on l'achète neuve ou pas neuve, on va déjà parler, est-ce qu'on l'achète en leasing? Parce qu'on sait que le leasing est vraiment devenu à la mode ces dernières années. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il y a des personnes qui me disent, attends, j'achète neuve ou j'achète en leasing. Alors déjà, le premier conseil, comment on aborde l'acquisition d'une voiture? Bon, alors déjà, il faut savoir, est-ce qu'on est un gros rouleur ou pas? Ça, c'est le premier Un principe. gros rouleur, ça vraiment si on roule beaucoup, quoi. Exactement, voilà. Faut voir après, ça va dépendre en fait si une personne va vouloir l'acheter donc en neuve ou d'occasion. Déjà, il faut en fait séparer les deux. Donc là, tu as déjà parlé, est-ce qu'on veut acheter en leasing et tout. Donc si jamais on parle déjà de ça, ça veut dire que si c'est du leasing, ça veut dire qu'on veut l'acheter en neuf. Ah oui, alors moi je pense que pour faire les choses simples, on va commencer déjà si on l'achète en neuf. On a décidé d'acheter une voiture neuve et on hésite, est-ce qu'on l'achète en leasing parce qu'on voit qu'il y a énormément de publicité sur le leasing, vous payez peu chaque mois, à la fin vous avez l'occasion, la possibilité d'échanger carrément, d'avoir une nouvelle voiture, de ne pas se casser la tête par rapport à la maintenance, etc. Ou on l'achète carrément neuf. Je fais exprès de ne pas parler de financement parce que le financement, que ce soit en leasing ou que ce soit en neuf, on sait qu'aujourd'hui, même le concessionnaire même nous propose des financements avec des prêts, avec des trucs. Exactement. En fait, si on veut comparer donc une voiture neuve achetée d'un concessionnaire, on pourrait faire quasiment le même réciprocité avec du leasing qui serait Mimouni. Comme le mot le dit, Mimoun, c'est en fait une sorte d'emprunt pour financer la voiture. Donc ça c'est le leasing Mimouni. Exactement. Qui ressemble à l'acquisition à l'acquisition comme si on l'achetait chez un concessionnaire. Alors pourquoi ne pas l'acheter directement chez le concessionnaire si c'est le leasing il est en Mimouni? Bon, parce qu'il y a d'autres avantages qui rentrent dedans, d'accord? Mais bon, alors viens, on va expliquer maintenant c'est quoi déjà. Bon, tout le monde sait c'est quoi acheter chez un concessionnaire. C'est pas trop compliqué. On l'achète, soit on a l'argent, on le cash, on la paye directement cash au concessionnaire. Si on ne l'a pas, alors souvent, le concessionnaire va lui-même avoir des prêts avantageux avec certaines banques. Par exemple, la banque Léumi, ils sont assez connus pour faire des prêts justement sur ça. Ah oui, ils ont carrément les formulaires là-bas. Je sais, moi, j'avais acheté ma voiture, il m'a carrément sorti le document de la banque Léumi à remplir pour avoir 60% de financement ou 100% de financement. Voilà, exactement, ouais. On peut aller même directement à la banque et demander un prêt. Aujourd'hui, pour les voitures, ils les donnent. Exactement. Le seul petit souci, c'est qu'actuellement, on part en 2024, début 2024, actuellement les prêts sont très chers. À l'époque, on connaissait, c'était Prime plus 1 pour acheter une voiture. Donc ça sortait 2-3% d'intérêt pour acheter une voiture, donc c'était vraiment pas grand-chose. Mais aujourd'hui, avec le Prime qui est déjà à 6%, etc., donc ça fait que la voiture coûte quand même assez cher. Donc l'histoire du financement va quand même influencer beaucoup. Bon, mais ça dépend, tout dépend si une personne a le cash ou non. Si une personne n'a pas le cash et il est d'accord de prendre un prêt, il prendra le prêt en fonction des taux d'intérêt qu'il y a aujourd'hui. Dans tous les cas, la voiture est hypothéquée, donc la banque ne prend pas trop de risques, on va dire là-dessus. Mais ok, l'intérêt, pas l'intérêt, c'est en fonction du cash dispo. Donc en fait, tu dis, selon la situation actuelle, une personne qui a du cash, mieux vaut qu'elle achète plutôt qu'elle contracte des prêts avec des gros intérêts, et surtout dans ce match-là. Exactement, voilà, exactement. Alors maintenant, si on va parler par exemple du leasing, d'accord? Donc le leasing, ça va être quoi? Il y a deux sortes de leasing en Israël, il y a le Mimouni et le Tifouli. Donc le Mimouni, je vais d'abord parler de lui parce qu'il se rapproche, on va dire, d'acheter chez un concessionnaire. Ok. D'accord? Techniquement, on fait un Mimoun, en quelque sorte, c'est-à-dire on fait un emprunt via en fait directement la société de leasing, nous octroie en quelque sorte un prêt. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lui donner une sorte de petite avance. Enfin, un exemple, on lui donne 40 000 shekels. Voilà, exactement. En fait, pour rentrer dans la transaction de passer par du leasing Mimouni, on va lui donner un apport. D'accord? Comme un appartement, quoi. Exactement, voilà. Bon, de toute façon, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la plupart des gens, pourquoi est-ce qu'on parle de voiture? C'est parce qu'en général, les gens, dans leur vie, qu'est-ce qui est très important pour eux? C'est leur appartement, d'accord? Ils vont faire un prêt, ils vont contracter des prêts, etc. Et le deuxième qui vient en général, après un certain sondage, c'est la voiture. Parce que il y a des voitures qui vont coûter en occasion 10 000 shekels, il y en a d'autres qui vont coûter 500-600 000 shekels, donc c'est quand même un investissement assez conséquent. La maison et la voiture. Voilà, exactement. La maison et la voiture. Donc, pour revenir au leasing Mimouni, donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on a donné un certain acompte à la société de leasing, d'accord? Et en fait, pendant les 3 ans qui suivent, on va en fait pouvoir utiliser la voiture. Alors, et payer une rente tous les mois. Exactement, voilà, une sorte de location.
En fait, on se loue enfin, on paye donc à la société de leasing, mais c'est en quelque sorte, c'est comme si on se louait à soi-même. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 3 ans, en fait, on a la possibilité de dire à la société de leasing, écoute, je solde la voiture, d'accord ? Je prends la voiture, j'accepte, à un montant qui a déjà été fixé au début, d'accord ? Alors en général, ils ne se plantent pas beaucoup, mais ça peut arriver que par exemple, un certain type de voiture, finalement, c'était en fait un nouveau véhicule qui venait de sortir, d'accord ? Et que, je n'ai pas un exemple sous la main exactement, mais... Et que le prix a énormément baissé parce qu'en fait, il s'est avéré que c'est une voiture pas très fiable. Ou que par exemple, il y avait... il y a un concurrent qui rentrait, c'est comme une voiture électrique. Qui consommait beaucoup. Une voiture qui consommait beaucoup. Donc bref, finalement, au bout de 3 ans, la voiture, en fait, admettons, on avait convenu de lui donner que la voiture, en fait, on l'achèterait à 70 000 shekels. Mais en fait, elle vaut beaucoup plus. Donc bref, on peut se retrouver dans des situations où en fait... ou beaucoup moins, bref, peu importe. Beaucoup moins dans ce cas, exactement. Dans ce cas, la voiture, en fait, son Argus pourrait coûter moins cher, mais vu qu'on s'est engagé à l'acheter 70 000, alors que par exemple son Argus est de 60 000, puisque c'est une voiture finalement qui n'est pas forcément très demandée, en fait, on s'engage à la payer 70 000 shekels. Et si on ne veut pas solder, comment ça se passe ? On est obligé en fait de solder ? Non, on n'est pas obligé de solder. On peut... Mais d'un autre côté, on a payé un apport au début. On a payé un apport, etc. Bon, bref, il y a pas mal... Il y a pas mal de contraintes dedans, exactement. Mais en général, des gens qui vont rentrer en fait à faire du leasing, et c'est pour ça que je dis en fait, est-ce qu'on est gros rouleur ou pas gros rouleur ? C'est en fait, on va rentrer également dans une autre conception de la chose, c'est-à-dire, est-ce qu'en fait, on prend une voiture en tant que père de famille ou en tant qu'homme d'affaires ? D'accord ? Donc, si on est un homme d'affaires, alors il y a des deux conceptions de choses. On dit en fait, tout simplement, on a envie d'épater un peu la galerie. Chef d'entreprise qui veut pas se casser la tête, il veut pas s'occuper de la maintenance, il veut changer sa voiture souvent, il veut faire le beau devant les clients, ou ses employés, etc., etc. Donc en fait, lui, il va avoir besoin d'avoir un véhicule, on va dire neuf, au moins tous les 3 ans. Donc on va dire ce type de prendre du leasing ou d'acheter. Bon, je bifurque un petit peu là. Soit en fait, on prend. Donc en fait, cette personne-là pourrait aller sur du leasing. Pourquoi ? Parce que il aurait besoin tous les 3 ans de changer de véhicule, et s'il réfléchit comme un chef d'entreprise, il aurait besoin d'avoir... c'est plus pratique. C'est plus pratique. Il faudrait que il se réveille le matin, il allume la voiture. Faut pas qu'il ait un problème. En fonction de ce que je me dis, parce que tu nous as parlé déjà que du leasing Mimouni. Ouais. Mais le leasing Mimouni, c'est en fait un achat comme si c'était un achat à long terme, quoi. Donc, toi, ce que tu veux dire, là, le chef d'entreprise, c'est l'autre type de leasing. C'est le leasing Tifouli, en fait. Alors, on pourrait être amené dessus également, d'accord ? Donc, en fait, là, j'ai fait une petite différenciation entre pourquoi l'acheter d'un concessionnaire. Donc, en fait, c'est une voiture qu'on gardera pendant 7-8 ans jusqu'à qu'on la revende ou que la voiture ne veuille plus marcher, ou faire du leasing, d'accord ? Donc, maintenant, en fait, dans le leasing, il y a donc le Mimouni et le Tifouli. La différence entre les deux, notamment, c'est qu'en fait, on a, dans le Tifouli, en fait, techniquement... la voiture, c'est comme si en fait c'est comme une voiture de location. Voilà, on fait des choses simples parce que là on rentre dans des détails. Et tout, c'est vraiment Tifoul, comme le mot le dit en hébreu, c'est du tifoul, d'accord ? C'est de l'exploitation. Ouais. D'accord ? Donc en fait, techniquement, c'est comme si on louait une voiture à la société de leasing, d'accord ? Et en fait, c'est elle qui s'occupe de tout. D'accord ? C'est celle qui a fait les assurances. Après, on l'achète pas, quoi. Il y a une possibilité. Ok. D'accord. Mais en principe, les gens qui vont sur cette optique-là, c'est pour pouvoir changer de voiture tous les 3 ans. Exactement. Pour pouvoir ne pas se casser la tête avec l'assurance et le garage, etc. Donc en fait, c'est la société qui s'occupe de tout. Ça coûte bien entendu plus cher que si on avait acheté une voiture, parce que c'est logique, ça vous donne quand même un confort, clé en main, qui s'occupe de tout. Donc voilà, on va résumer, parce que je sais qu'on a embrouillé un peu la galerie, mais il n'y a rien à faire, comme on dit, et de mal à saute. Ce genre de leasing Tifouli Mimouni, ça embête un peu tout le monde, même dans les études, je sais pas si tu te rappelles. Les Tifouli Mimouni, c'est un peu compliqué. Mais donc, pour résumer, il y a soit on achète la voiture chez le concessionnaire, ça, on connaît, on achète la voiture chez le concessionnaire. Exact. Soit on l'achète en leasing Mimouni, c'est qu'on donne un apport, après on paye une rente tous les mois, et après 3 ans, il y a une possibilité de l'acheter en fonction d'un prix qui a été estimé dès le départ. Exact. Soit on a le leasing Tifouli. Le Tifouli, c'est on exploite en fait, c'est de l'exploitation. C'est comme une location de voiture. On ne donne pas d'avance. On paye un loyer, une location tous les mois, et on a la possibilité de changer tous les 3 ans. Et ça correspond surtout aux personnes qui réfléchissent, comme tu l'as dit, en chef d'entreprise, quoi, en homme d'affaires,
qui veut un peu épater la galerie, qui veut avoir une voiture neuve tous les 3 ans, et qui veut... Ou qui roule beaucoup et qui veut pas en fait abîmer son véhicule. Parce que s'il achète du concessionnaire ou qu'il le prend en Mimouni, techniquement la voiture sera peut-être à lui un jour. Alors que dans le Tifuli, non. Donc, si elle sera bien amortie en fait. Voilà, exactement. Si pendant, par exemple, quelqu'un, même si bon, il y a une limite de kilométrage par année. C'est ça, ouais, c'est ça. Hein. Mais bon, peu importe, il est prêt à payer le malus. D'ailleurs, tu sais que le prix, moi j'avais vérifié pour ma voiture, je me rappelle, le prix, il m'avait donné, est-ce que tu fais 20 000 km, est-ce que tu fais 25 000 km, ou est-ce que tu fais 30 000 km. Et au-dessus du 30 000 km, c'était limite un shekel par kilomètre. Wow. C'est hyper cher. C'est très cher. Donc c'est pour ça que eux aussi, d'un autre côté, ne sont pas bêtes parce qu'ils veulent pas aussi que tu détériores leur voiture et que tu leur exploses. On sait que la limite en Israël, la moyenne, c'est à peu près 17 000 km par an, c'est entre 17 et 20 maximum. Donc quand même, une personne qui fait 30 000, c'est quand même le max dans les sociétés de leasing. Moi, c'est ce que je sais. Exactement. Mais il faut aussi réfléchir que par exemple, il y a pas mal de gens qui vont avoir des fois des missions pendant 2-3 ans. Quelqu'un qui habite à Jérusalem et il va avoir un poste pendant 2-3 ans à Tel Aviv et il va devoir aller donc en voiture sans arrêt. Donc là, en fait, pendant ce laps de temps, il sera prêt en fait à abîmer en fait une voiture qui n'est pas à lui. À rouler beaucoup. Voilà, à rouler beaucoup et. Il va même rouler plus que ce qu'il avait l'habitude. Ça se roule. Mais d'un autre côté, non, l'essence, elle est pour lui, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ou bon, peut-être son patron il va lui payer ou pas. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, en fait, de toutes les manières, alors là, on va peut-être élargir un petit peu le débat. Aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui existe comme véhicule, donc bon, on connaît le moteur classique à essence, qu'on connaît depuis pas mal d'années. Extinction, quoi. Ou pas, mais il y a les voitures hybrides et les voitures électriques. Donc en fait, quelqu'un aujourd'hui qui achèterait une voiture d'un concessionnaire qui serait que moteur essence, par exemple, il pourrait avoir un petit problème dans quelques années pour revendre la voiture. Oui, ils vont plus. Ils ont dit qu'ils vont plus. En Europe, voilà, à partir de 2030. Même en Israël, ils ont dit qu'ils vont plus en construire, ils vont plus en vendre à partir de 2026, 2027. Ouais, bon, après tout va dépendre. Après tout va dépendre des infrastructures. Comment est-ce que toutes les bornes électriques pour charger les véhicules, etc. Est-ce que ça va suivre, etc. Et c'est ce que ça va suivre. Mais en tout cas, en Europe, par exemple, ils sont fixés 2030 pour limiter, pour interdire les ventes des voitures à essence, etc. Donc aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui voudra acheter une voiture, donc peut-être il va plus aller vers du leasing que sur acheter une voiture. On n'est pas s'engager sur une voiture qui qui ne pourra pas revendre. Ouais. Donc peut-être ce qu'on dit aujourd'hui, ça sera peut-être en fait, ça convient que pour on va dire la période de transition. Pendant laquelle on est pendant les quelques années. À part le confort que le leasing peut nous offrir, nous avons également, en fait, il y a des personnes qui peuvent réfléchir, en fait, ils ne veulent pas s'engager sur une voiture, même s'ils peuvent, en se disant, attends, peut-être que l'essence sera plus à la mode, mais là, j'ai envie de conduire une voiture essence. Voilà, pareil. Et là, j'ai envie de conduire une voiture neuve. J'ai toujours conduit une voiture neuve, j'ai envie d'avoir une voiture neuve. Oui, pendant 3 ans. Voilà. Ouais, bon, alors le problème des voitures électriques, c'est qu'actuellement, bon, il y a encore pas mal je dirais pas des pépins, mais les bornes, il n'y en a pas tous les quelques kilomètres, c'est pas toutes les voitures non plus. Quand on arrive à la station d'essence, ou station électrique, pour recharger la voiture, faut attendre pendant une demi-heure. J'avais un client, il m'avait parlé, il m'avait dit, tu te rends compte, j'ai dû faire 400 bornes en Israël et j'ai dû prévoir tout mon circuit par rapport justement aux bornes pour recharger. Si on n'a pas de parking à la maison, on ne peut pas avoir la prise. Voilà, exactement. Bon, en Israël, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent dans des pavillons, donc ils n'ont pas forcément tous une prise pour recharger. Donc aujourd'hui en Israël, il y en a pas mal qui vont en fait, c'est connu, aujourd'hui il y a pas mal de gens en Israël qui vont acheter du hybride. D'accord, justement parce que le hybride, il y a l'avantage et l'inconvénient des deux, c'est juste le milieu. Pour l'instant, j'avais parlé avec un spécialiste il y a quelques semaines, il m'avait dit pour l'instant en Israël, le plugin, le format hybride en Israël, est on va dire l'optimum d'acheter, mais maintenant il y a aussi également alors ce qu'il faut savoir en Israël, c'est qu'une voiture perd en général jusqu'à 50% de sa valeur après 4 ans. Donc admettons une voiture aurait coûté 200 000 shekels neuve, il faut savoir qu'au bout de 4 ans en général son Argus descend à 100 000 shekels. Donc, d'ailleurs c'est un peu logique par rapport à l'amortissement qu'on a d'une voiture par an qui est de 15%, non ? Oui, mais alors au bout de 6 ans et demi, la voiture elle vaut 0 d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue Argus, elle vaut beaucoup plus. Oui, mais après 4 ans quand même, il perd quand même 50% quasiment. Mais il y avait une étude qui avait justement été faite dessus, de savoir c'est quand en fait il faut acheter une voiture. C'est-à-dire si quelqu'un il n'est pas... Alors là, jusqu'à présent, dans ce petit podcast, on a parlé uniquement d'acheter une voiture neuve. Mais... Ok, alors viens, on ferme juste cette parenthèse. Voilà. Si on va acheter une voiture neuve, on a possibilité soit on l'achète neuve, soit on l'achète en leasing. En leasing, Tifuli par exemple, parce que Mimouni, on a dit que ça ressemble à la neuve. Ouais. En leasing Tifuli, on paye une rente tous les mois. Et ça, d'un point de vue fiscal,
maintenant, que ce soit leasing ou que ce soit voiture, c'est très bien quand même de préciser que l'achat d'une voiture, on ne récupère pas de TVA sur l'acquisition d'une voiture, à moins vraiment que ce Sauf si soit... sauf si la voiture fait plus de 3 tonnes et demie ou qu'on est dans certains domaines d'activité, comme par exemple un moniteur de conduite Oui, mais bon, c'est vrai. ou un taxi. C'est les seuls cas. C'est vraiment des niches, C'est des gens vraiment qui des travaillent niches. avec leur Donc, voiture, techniquement, quoi. si quelqu'un me dit, écoute, j'ai acheté une voiture 200 000 shekels neuve, voilà la facture du concessionnaire. Je dois aller voir des clients avec, bah on non. s'en fiche. Ça marche pas. Malheureusement, Alors, ça vous passe écoutez pas. bien, d'aller voir des clients avec votre voiture, même si vous êtes toute la journée sur la route, ça ne marche pas. Il faut être moniteur ou Chauffeur de taxi taxi. ou une voiture de plus de 3 tonnes et demie. Sinon, la TVA, dans tous les cas, la TVA, on l'oublie. Alors, la TVA, on l'oublie. Maintenant, d'un point de vue fiscal, on fait la distinction entre les structures indépendantes et les structures juridiques comme la SARL. Structure indépendante, on est à hauteur de 45% des frais. Exactement. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fait? On met en fait dans une sorte de pool comme ça. C'est-à-dire que on va prendre les réparations, l'essence, les assurances les assurances de la voiture, plus l'amortissement de la voiture à raison donc de 15% par an du prix payé à l'achat. D'accord? Donc tout ça en fait on met dans un certain pool et ce pool-là en fait on aura de reconnaître 45% du J'ai acheté une voiture 100 000, j'ai 15 000 d'amortissement. Sur Voilà. ces 15 000 là, j'ai 45% par an. Exact. Plus 45% de toutes les dépenses qui sont annexes. qu'on a liées, exactement. Il n'y a que l'amortissement en fait qui est... Ok, j'ai bien compris. Voilà. Ok. Maintenant, si c'est une voiture, si c'est dans une Revra Baham, alors là, il faudra faire un avantage en nature dans la fiche de paye du conducteur. Donc c'est une SARL, une structure juridique, avec une structure juridique Voilà, distincte. exactement. Donc en fait, l'employé qui utiliserait la voiture de la société aurait un avantage en nature dans sa fiche de paye. Bon, je vais être un peu technique, mais techniquement, c'est 2,48% de la valeur neuve de la voiture, même si on l'a acheté d'occasion. On prend encore un exemple, on a acheté une voiture à 50 000 shekels d'occasion, 50 000 shekels d'occasion qui valait 100 000, que sa cote en fait est à 100 000. Donc on déduit quand même 2480 shekels. Alors, on rajoute 2480 shekels. Un avantage en nature, donc quelqu'un gagnerait 10 000 shekels par mois. Bah là, il gagne plus salaire 10 000. brut. En fait, il est imposé sur 12 480 shekels. Ah. C'est ça en fait ce qui se passe. Donc ça veut dire en fait, ça se trouve, on va même monter de palier d'imposition à cause de cet avantage en nature. Ça, donc on paiera du Bitoire Lumi et du Massar Nassat dessus. Et donc pour que ça vaille le coup, il faut qu'on ait au moins 2480 shekels de dépenses. Dans ce cas-là. Oui, mais d'un autre côté, on aura également l'amortissement de la voiture. Ah. Donc c'est également frais de société. On pourra faire passer donc les réparations, les assurances. Ah. Donc en Oui, général. quand j'ai 2480 shekels de dépenses, c'est avec tout quoi. Voilà, exactement. Voilà. Voilà, donc c'est simple. Si on a acheté une voiture qui son Argus neuf est à 100 000, c'est important de préciser. Ouais. Parce que même si vous l'achetez qu'elle est 2010, mais qu'en 2010 elle valait 100 000, donc c'est 2,48%, c'est 2480 shekels, qu'on rajoute sur notre imposition. Sur notre assiette imposable. Et quand tu dis le salarié, en fait, ça peut être même le patron qui, en fait, le patron ouais, qui se fait. Voilà. Et s'il n'a pas de fiche de paie, en fait, il se fait une fiche de paie. Il sera obligé, sinon les frais de voiture de véhicule ne seront pas reconnus. Malheureusement. Attends, je vais poser une petite question. Si par exemple, ils ne se font pas de fiche de paie, le patron, et qu'il se fait une fiche de paie à 2480, donc il n'y a pas de problème. Très bien. Mais s'il ne le fait pas, ça ne sera pas des frais reconnus dans la société. Ok. Le fisc israélien a été clair dessus. Donc avant d'acheter une voiture en société, il faut bien vérifier. Là, je reviens à ce que tu as dit au début. Est-ce que vous roulez beaucoup ou non? Voilà, exactement. Est-ce qu'on utilise en fait beaucoup le véhicule ou pas? Après, maintenant, il y a deux écoles. C'est de savoir est-ce que, alors on va dire si je vais devoir payer un avantage en nature, autant jeter la voiture directement et pas le faire ça en frais de société. D'accord? Là on va voir est-ce qu'on a l'argent en personnel ou est-ce qu'on va devoir prendre de l'argent de la société, donc payer du dividende, payer 30% d'impôt dessus pour pouvoir l'acheter en personnel. Bon, en général, les impôts ils ont bien fait leur calcul. En moyenne, ça sortira quasiment kiff-kiff, d'accord, c'est quasiment pareil. Ouais. De payer, on va dire quelqu'un va acheter une voiture à 200 000 shekels, donc il va devoir payer 60 000 shekels d'impôts. Attends, explique quand même, parce que tu es dedans toute la journée, mais pas tout le monde est dedans. D'accord, 200 000 shekels. Quelqu'un va vouloir acheter une voiture à 200 000 shekels, donc il va devoir payer dessus 60 000 shekels. Parce que c'est quoi ces 60 000? En fait, c'est 30% 30% de distribution de dividendes. Ça veut dire, si dans une société, il y a 200 000 shekels et qu'on veut les utiliser en perso, voilà, on est obligé de distribuer le dividende. Pour distribuer les dividendes, on sait que c'est 30%, donc 30% de 200 000, c'est 60 000 shekels. Donc on va devoir payer 60 000 shekels. Et on aura 140 000 shekels de disponibles pour acheter une voiture. Voilà. En fait, ça en fait quand même 60 000 shekels. Ça aura 60 000 shekels. Tandis que si on l'avait acheté directement en fait, si c'est la société qui achète, on aurait pu l'acheter. Alors là, on peut acheter une voiture à 200 000 shekels, ou même, reprenons l'exemple, la société achèterait une voiture qui coûterait 140 000 shekels. Néanmoins, en fait, au fur et à mesure des années, tant que la voiture existe dans la société, dans les livres de la société, alors là, en fait, il devrait avoir un avantage en nature pour que les frais soient reconnus. Donc, en général, si jamais quelqu'un roule beaucoup ou suffisamment,
Alors là, ça sera intéressant de le faire, même s'il y a quand même des études qui ont été faites dernièrement. Est-ce qu'en fait, quelqu'un finalement qui achèterait une voiture électrique, Ouais. est-ce que finalement il va moins utiliser la voiture puisqu'il n'y aura pas de frais d'essence et pour que les frais électriques de recharge de la voiture soient reconnus, il faudra respecter certaines normes. Etc. Ok. Donc, en fait, tu dis, là, on a parlé au début d'acheter une voiture neuve. Là, on a parlé fiscalement, comment ça se passe fiscalement. Donc, pour résumer, si on a une structure indépendante comme Ossec Patour ou Ossec Mourcher, on a 45% des frais de la voiture. Et également, on a un amortissement de 15% par an. Mais même sur cet amortissement-là, on n'a que 45% qui est reconnu. Si on est en société, il faut rajouter un avantage en nature à hauteur de 2,48% du montant de la voiture neuve. Exact. Maintenant, si on va acheter une voiture d'occasion... Alors justement, il y avait, comme je dis tout à l'heure, il y a en fait une étude de savoir en Israël c'était quoi l'optimum de détention de sa voiture par rapport à son année de vie en quelque sorte de la voiture. Donc, prenons Ça un dépend, exemple. ça, non? En fait, l'étude a en fait ciblé en disant que si quelqu'un achetait une voiture à sa 3e année de vie, Ouais. d'accord, puisque comme je dis tout à l'heure, une voiture en Israël perd 50% de sa valeur au bout de 4 ans. Donc si on est dans sa 3e année, en fait finalement on a acheté une voiture elle n'est pas neuve, mais d'un autre côté, ça va, au bout de 3 ans la voiture ça va, elle n'est pas non plus... si elle est bien entretenue, ça va, il n'y aura pas beaucoup d'entretien à faire dessus. Donc en fait, entre la 3e et la 9e année, c'est ce que l'étude a montré, en fait, c'était l'optimum pour détenir la voiture. Alors oui, entre la 3e et 9e année, il y aura comme des frais d'entretien un peu plus qu'entre la 1re et la 3e année, c'est sûr. Et à partir de la 9e année, en général, là, on commence à avoir des petits pépins, on ira beaucoup chez le garagiste, etc. Mais en tout cas, l'optimum pour acheter une voiture, c'est entre sa 3e et 9e année de vie. C'est le moment, en fait, on la paye le moins cher et on a le moins d'entretien. Donc si vous voulez acheter une voiture d'occasion, il faut pas qu'elle soit avant 2014, quoi. Il faut qu'elle soit à partir de... là c'est... Genre, si vous voulez acheter entre 2017 et 2023, c'est très bien, quoi. Voilà, ça pourrait être un bon truc, et notamment actuellement, avec ce qu'on dit tout à l'heure, par rapport au fait qu'actuellement les moteurs essence sont en voie de disparition, mais quelqu'un pourrait encore acheter aujourd'hui en 2024 moteur à essence et d'ici 3-4 ans, garder encore la voiture pendant 3-4 ans, et ça va, il serait pas lésé non plus sur ce genre de choses, quoi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à ajouter sur les voitures, Léo? Les scooters, c'est la même chose? Alors non, les scooters c'est différent, d'accord, il y a une Takana spéciale. Si on parle d'un scooter normal, on prend le format classique, il y a en fait, en Israël, il y a 3 sortes de motos ou scooters, d'accord. Il y a ceux qui dépassent un certain cylindré. Ouais. Eux, en fait, on les considérera comme des voitures, donc il y aura un cheville, mais il sera minime. C'est L3, oui. Voilà, il y a à peu près du 900 shekels de cheville, mais ça c'est pour vraiment, par exemple, un T-Max, ce genre de modèle-là. Spécifiquement le T-Max, justement, pardon, au-dessus du T-Max. Voilà, eux c'était, ils l'ont pas fait exprès, mais ça sortait genre, par rapport au cylindré, ça sortait genre à quelques... Non, mais figure-toi que le T-Max, par exemple, on va prendre l'exemple du T-Max, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès de le mettre à maximum 560 SAMAC pour ne pas rentrer dans la catégorie. Pas seulement ça, même les permis sont en fonction. Ah d'accord. Ok, d'accord. Donc le T-Max, ils ont poussé au maximum, donc on reste quand même dans la catégorie des scooters normaux. D'accord. Tandis qu'un Hyundai 750, un Honda 750 par exemple, là on passe dans la catégorie moto. Mais quand même, tu me dis que le cheville, c'est pas... Alors là on parle du cheville pour l'avantage en nature, etc. Maintenant par rapport aux 45%, par rapport à 45%, techniquement il n'y a pas de Takana spécial dessus. D'accord, on ne parle que pour les voitures, en fait, on ne reconnaît que 45%. Donc en fait, si quelqu'un il pourrait prouver que c'est pour son activité, d'accord, on va prendre par exemple une pizzeria qui achèterait un scooter, techniquement il pourrait récupérer la TVA dessus. Ouais. D'accord, et également il pourrait reconnaître tous les frais. Ah, la TVA. La TVA dessus, parce qu'en fait c'est un outil de travail. Bien sûr. D'accord, et également dessus en fait il n'aurait pas la contrainte des que 45%, je crois pour un sec mourché, d'accord, une pizzeria qui sera en sec mourché. Mais la TVA pour un scooter normal, je pense aussi, il peut la récupérer, non? Même si, oui. Si votre travail avec... Tant qu'on a un scooter et qu'on ne dépasse pas le fameux cylindré, d'accord, okay. Alors là, en fait, on pourrait récupérer la TVA. Parce que le fameux cylindré, après, ils vont dire, en fait, c'est ton hobby, tu n'as pas besoin d'un... Voilà, après, oui, si quelqu'un, il a un call center et qu'il achèterait un scooter, un Ducati... la TVA pourrait, ça serait un peu compliqué de faire passer la TVA dessus, parce qu'il dirait, écoute, je vois pas trop ce que tu as fait pour ton business, mais par exemple...
un coiffeur voilà, qui achèterait un scooter et qui se baladerait pour aller pour faire la visite de tous ses clients, ou bon voilà plus simplement une société de livraison ou une pizzeria qui livrerait en fait les pizzas. En fait, un expert comptable, non, l'expert comptable peut aller chercher les factures en fait avec son scooter, non? Bon, pourquoi pas. Mais disons voilà, en fait, tant qu'on pourrait prouver que c'est business, on pourrait récupérer la TVA et également on n'aurait pas la contrainte des 45%, on pourrait reconnaître 100%. T'es en train de dire qu'ils sont en fait un peu plus gentils dans les scooters que dans la En fait, voiture. les scooters, on appellerait ça une faille dans la loi. D'accord. On veut dire les scooters, ils sont passés en fait un peu à l'as. Ah, ouais. Parce que techniquement, à mon avis, quand ils ont dû faire la loi, ils n'ont pas dû forcément penser que les scooters allaient autant marcher, parce que moi, ça reste quand même un véhicule assez dangereux, et pas la même protection qu'une voiture, etc. Donc ils ont voulu dire, celui qui prendra un scooter, ça sera uniquement pour du business. Bon, ils n'ont peut-être pas forcément pensé à ça, mais actuellement, aujourd'hui, on appellerait ça, c'est une sorte de faille. Dans tous les cas, c'est beaucoup moins cher l'entretien d'un scooter que l'entretien d'une voiture. Le scooter en lui-même est moins cher. Sauf les assurances. Hein. Les assurances, ça dépend, c'est surtout les assurances. Ouais. L'assurance, ça coûte cher. L'assurance touriste dans T-Max, c'est le prix du on le sent passer. Ouais. Et donc voilà. Donc en fait, on a parlé là du leasing. On va faire un tout petit rappel. On a parlé du leasing. Le leasing, on a le Mimouni, c'est comme l'acquisition d'une voiture. On a le Tifuli, c'est comme une location, avec la possibilité de changer tout le temps. On a l'acquisition d'une voiture, mais on répète encore une fois, que ce soit en leasing ou que ce soit l'acquisition directement d'une voiture, le modèle de financement, là, on n'en parle pas exprès parce que ce soit en leasing ou à l'achat, vous aurez des modèles de financement, que ce soit avec votre banque ou avec votre concessionnaire directement. Exact. Maintenant, neuf ou d'occasion, il nous a donné le petit conseil de la journée quand même, Eliaou, avec l'étude qu'entre la 3e et la 9e année, c'était le mieux pour acheter, voilà, c'était optimum. Voilà. Et concernant la fiscalité de la voiture, alors la fiscalité, comment on est? On a dit, si on est en structure indépendante, on a 45%, si on a SARL, il faut rajouter un avantage en nature. Et on pourra reconnaître tous les frais, il n'y aura pas l'incidence des 45% ou pas. Et le scooter, c'est un peu plus sympa que la voiture, comme tu l'as dit. Donc je pense qu'on a fait quand même un petit peu le tour, parce que c'est un sujet qui est un peu épineux, je trouve, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent toujours... C'est une question qui revient tout le temps, et on n'aime jamais répondre à cette question. J'étais en leasing, j'achète la voiture. Parce que ça dépend en fait de pas mal de critères, ça dépend de la personne, est-ce que c'est un père de famille ou non? Est-ce qu'il réfléchit en tant que père? Même s'il est père de famille ou pas, en fin de compte, ça sortira un petit peu par rapport à savoir chacun par rapport à son cavode. Hein. Ouais, mais non, mais à son caractère aussi. Son caractère, ouais. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'impressionner leurs clients. Maintenant, un gestionnaire de patrimoine qui va laisser passer chez ses clients et qui va venir avec une Fiat Panda, c'est un peu... C'est un peu compliqué. Voilà. Et c'est vrai que d'ailleurs que c'est... Je vais te dire, en fait, aujourd'hui, c'est moins qu'avant, je trouve moins la belle voiture pour aller chez le client. Parce qu'aujourd'hui, avec les parkings, les trucs, c'est moins... Il y a les taxis, en France, vous avez peut-être allé Uber, tu sais, c'est... Même si en Israël, on a... on peut avoir une belle voiture, et souvent, moi je te dis à Tel Aviv, tu peux avoir une Porsche dans le parking, mais tu te déplaces pas en moi, j'ai certains de mes clients qui m'ont fait leur calcul, hein, de savoir en fait ça leur coûtait moins cher de rouler en taxi à Tel Aviv. Bien sûr. Que d'acheter une voiture. Moi personnellement, j'habitais à Tel Aviv pendant 10 ans. Je peux te dire que ma voiture, je ne la touchais pas. Ouais. Bon, jusqu'à acheter des scooters après, mais quand même, la voiture, on ne la touche pas à Tel Aviv. Donc, ok, bon, merci beaucoup en tout cas, Eliaou, c'était très complet. C'est un peu épineux, on va dire que sur notre site, cpa-du6dre.com, on a pas mal d'articles là-dessus. Ouais. On a des petites vidéos aussi qu'on a fait pour essayer de résumer tout ça. Mais c'est au cas par cas, on a essayé de résumer ce qu'on... Ça dépend de votre structure, ça dépend de votre style, ça dépend de votre tempérament, ça dépend de la voiture que vous voulez acheter, ça dépend de l'argent que vous avez dans la boîte, est-ce que vous voulez distribuer du dividende, pas de dividende. Bon, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Pour les personnes qui sont clientes chez nous, elles auront le conseil directement. Elles pourront m'appeler directement. Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup Eliaou. Avec plaisir. Et au prochain. Au prochain. Allez, au revoir. À bientôt.